Donc la Renaissance est une période de véritable révolution artistique marquée par la redécouverte de l'art antique à travers l'art italien. C'est aussi la prééminence de l'art profane sur l'art sacré. Il faut néanmoins souligner l'apparition tardive à Paris de ce style qui s'est d'abord développé sur les bords de la Loire. Donc un bref rappel du découpage traditionnel en France pour les différentes périodes historiques. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes et la période contemporaine. L'Antiquité, on considère que ça s'arrête en 476 avec la chute du dernier empereur romain d'Occident, Romulus Auguste, qui est un gamin de 10-12 ans. Et le Moyen-Âge, on a décidé qu'il s'achevait en 1453 avec la prise de Constantinople. Pour la Renaissance en France, donc on l'a fait démarrer à 1453 pour la terminer en 1610 avec l'assassinat d'Henri IV. C'est le début des temps modernes qui s'arrête en 1792 avec l'exécution de Louis XVI et l'avènement de la République qui marque le début de la période contemporaine. Alors ces dates, vous voyez, au moins les deux dernières, elles sont typiquement françaises et elles varient d'un pays à l'autre, et puis ce sont des simples repères chronologiques, et il n'y a pas eu un changement de l'univers et de tous les paradigmes comme ça à une date donnée. Le changement d'une période, ça peut prendre 10 ans, 30 ans, 100 ans, 150 ans. Bon, ainsi, la Renaissance en Italie, on peut la faire commencer 100 ans plus tôt, voire 150 ans plus tôt. Et en France, on va voir que pour Paris, c'est encore plus court. Et d'ailleurs, nous nous concentrerons ici à la période qui va de 1525, en gros, à 1600. Je n'inclus pas une partie du règne d'Henri IV, celui qui correspond aux grands travaux dans Paris, place Dauphine, place des Vosges, Pont-Neuf, parce que ça, déjà, ça n'appartient plus, à mon avis, à la Renaissance, c'est déjà les temps modernes, et c'est très proche du style Louis XIII. Donc voilà pourquoi notre période ici sera très brève, et on va voir que dans cette brève période, pour les Parisiens, ce qui domine, c'est plus le style gothique que le style de la Renaissance. Alors bien sûr, on commence en évoquant le règne de François Ier, avec la date d'histoire que tous les Français connaissent, 1515, la bataille de Marignan, la victoire de Marignan, par François Ier dont tout le monde connaît le portrait. On oublie plus facilement la défaite qui a suivi quelques années plus tard à Pavie, et le fait que François Ier a été capturé et amené captif en Espagne par Charles Quint, et qu'il a passé plusieurs années de captivité à Madrid. Lui et ses enfants, ses deux fils aînés, puisque forcément il représentait l'avenir du royaume, et pour être sûr de bien tenir tout le royaume de France, Charles Quint les avait fait mettre en prison, et dans des véritables prisons, c'était pas des prisons dorées, et donc c'était pas terrible pour François Ier, qui a écrit la fameuse phrase « Tout est perdu, fort l'honneur », et c'était pas terrible non plus pour ses enfants qui étaient encore à l'âge, étaient jeunes enfants et adolescents, et qui ont vécu cette enfance en captivité. Bon, ce qu'on doit à François Ier, nous Parisiens, c'est la reconstruction du Louvre et la création du bois de Boulogne. Et on devra aussi ces réalisations à son fils Henri II, qui achèvera l'œuvre initiée par son père. Donc ici, un plan de Paris, mes plans schématiques habituels, que vous reconnaissez, et j'ai représenté ici la limite du bois de Boulogne, telle qu'elle a été marquée par Henri II, qui a clôturé ce parc, cet immense parc, qui était en fait un parc de chasse. François Ier l'avait acquis en 1528 pour en faire une réserve de chasse. Donc on a clôturé le tout, son fils a clôturé le tout en 1550, et François Ier avait fait construire un château de plaisance, ici, le château de Madrid. Alors je ne vais pas vous dire exactement où il était, je crois que c'est à peu près l'emplacement de Bagatelle. Et alors là, c'était une demeure, un palais Renaissance typique, dont il nous reste les gravures, mais il ne reste plus aucune pierre
de ce château de Madrid. Hein, simplement, on évoque ici le nom. Alors, ce qu'on voit sur le plan, qui est marqué, outre le mur du bois de Boulogne. Alors, le bois de Boulogne, une fois qu'il est comme ça enserré dans un parc, eh bien, on va planter les arbres qu'il faut, les chênes magnifiques. On va créer la forêt du bois de Boulogne que nous connaissons et qui est maintenant un lieu de promenade pour les Parisiens. Donc ici, vous avez quelque chose qui apparaît là. Je l'ai figuré en rouge, mais ça s'appelle les fossés jaunes. Donc vous reconnaissez les anciennes murailles. La muraille de Charles V au nord et au sud, la muraille de Philippe Auguste. Alors la muraille de Philippe Auguste, elle est plus ancienne et vous voyez que la ville a complètement débordé au-delà de la muraille. Ici, les faubourgs existent, mais ils sont encore peu nombreux. Et pourquoi a-t-on fait cette ligne de défense? Tout simplement parce que l'artillerie a progressé. Les boulets de canon sont capables de percer des murs de 3 mètres d'épaisseur. Donc ces murs ici, tout droit de Charles V, eh bien, ils ne peuvent pas résister aux assaillants. Donc si Paris est attaqué, la ville est très mal défendue. Donc on a créé ces murailles avec ses talus et ses glacis en quinconce, parce que ça permet de faire des tirs croisés et donc de repousser l'ennemi. Donc c'est le progrès de l'artillerie qui amène à la création de ces murailles. Alors ici, j'ai pris un plan de François Quesnel qui date de 1609. Vous voyez là l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs, la porte Saint-Martin, et avec ici, vous voyez, les murailles de Charles V ont été renforcées pour que les boulets de canon puissent ricocher sur ces renforts, tandis que là, vous avez le mur tout droit qui protège mal. Là, vous avez la porte Saint-Denis avec le faubourg Saint-Denis et la route qui mène à Saint-Denis. Et voilà les fameux fossés jaunes, qu'on appelle jaunes parce que tout simplement la terre de glaise à nu est jaune. Ici, c'est le faubourg Montmartre et la route qui mène à Montmartre et la porte Montmartre. Là, vous avez le pas le mail, c'est l'ancêtre du jeu de golf. Vous avez ici un joueur qui tient une canne, il va taper une balle. Et le but est de la faire passer le plus rapidement possible, dans le moins de coups possible, ici, sous ce petit pont. C'est l'ancêtre du golf. Là, vous avez une butte qui a disparu quand on a percé l'avenue de l'Opéra, parce que vous apercevez là les Tuileries, et les Tuileries menaient, il y avait l'avenue de l'Opéra menait en ligne directe des Tuileries jusqu'à l'Opéra, mais ça en étant 1870. À l'époque, ici, vous voyez le jardin des Tuileries, le faubourg Saint-Honoré, le couvent des Capucines, et ça donnera le boulevard des Capucines. Donc là, quand on rasera ces fossés, ça sera le boulevard Montmartre, le boulevard Poissonnière, c'est-à-dire, cela deviendra, à l'époque de Louis XIV, les grands boulevards. Les grands boulevards de Paris, donc, vous voyez, ont leur origine avec ces fameux fossés jaunes, et c'est pour ça que je vous en ai parlé. La porte Saint-Martin, elle existe toujours, mais elle a été refaite par Louis XIV, ainsi que la porte Saint-Denis. Hein, ce sont toujours des monuments et des lieux très importants dans Paris, même aujourd'hui, pour se repérer. Donc, nous revenons à notre plan d'ensemble et on va étudier les monuments les plus remarquables qui nous sont restés depuis cette période. Alors, j'ai mis des numéros, donc Saint-Nicolas-des-Champs et Saint-Martin-des-Champs, je l'ai déjà évoqué brièvement, il y a eu des gros travaux à la Renaissance, mais très peu de choses nous sont parvenues, donc je n'en parle plus. Là, c'est l'église de Saint-Eustache, que j'évoquerai très rapidement. Ici, c'est la place des Halles. Alors, les halles sont reconstruites à chaque siècle, c'est logique puisqu'il y a beaucoup de trafic, de mouvement, donc c'est quelque chose qui est sans cesse en reconstruction chaque fois que Paris s'agrandit. 4, cet espace ici, c'est celui du cimetière des Innocents, parce que nous allons évoquer la fontaine des Innocents. En 6, Saint-Méry, je ne m'attarderai pas, mais c'est une église de cette époque. 7, Saint-Jacques de la Boucherie, nous allons commencer par ça. Et ici, vous avez vu l'emplacement du Louvre. Là, on a Saint-Gervais
et Saint-Étienne-du-Mont, dont on va reparler. Mais on commence ici par ce qui correspond au numéro 7, à la tour Saint-Jacques. Alors la tour Saint-Jacques, bâtie entre 1508 et 1522, c'est tout ce qui reste de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, bâtie par la confrérie des bouchers, qui était bien sûr une des confréries les plus puissantes des Parisiens, des marchands parisiens, qui a été démolie en 1797 et on a fait des travaux remarquables pour rehausser la structure, refaire les fondations et conserver la tour. Et cette tour, vous voyez, elle est typiquement gothique. Donc les Parisiens sont très traditionnels et les bourgeois parisiens, eux, ne s'intéressent qu'à ce qui est gothique. Vous voyez, il y a les symboles des 4 évangélistes au sommet. Ici, vous avez l'ange de Saint Matthieu et le bœuf de Saint Luc. Donc, de l'autre côté, vous avez l'aigle de Saint Jean et le lion de Saint Marc. Aujourd'hui, c'est une station météorologique et c'est aussi un monument qui se visite. J'avais planifié de m'y rendre pour faire une ou deux photos de l'intérieur. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire puisque on a décrété le confinement et je n'ai pas pu me rendre à Paris assez tôt. Mais de toute façon, vous avez cette belle vue prise en plein été. Le monument tel que vous le voyez a été restauré, décapé il y a peu de temps, autour de l'an 2000. Et la grande restauration a eu lieu au XIXe siècle, de 1854 à 1858, par un architecte très important pour les monuments de Paris, et malheureusement assez méconnu, Théodore Balue. C'est un peu l'équivalent de Viollet-le-Duc, mais il a été éclipsé pour la postérité par Viollet-le-Duc. Et c'est un peu dommage parce qu'on lui doit, outre cette restauration magnifique de la tour Saint-Jacques, la création du beffroi qui se trouve à côté de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, donc derrière le Louvre. Il a aussi réalisé une église néo-gothique absolument superbe, c'est Sainte-Clotilde, dont on parlera un peu quand on évoquera Paris au XIXe siècle, et aussi la Trinité du Mont dans un genre différent. Et puis surtout, il a restauré l'hôtel de ville après la guerre de 1870. Nous y reviendrons. C'est un nom à retenir, Théodore Balue, malheureusement assez peu connu. Donc, nous revenons sur cette carte du Paris de l'époque pour repérer le numéro 8, Saint-Gervais-Saint-Protré, qui se trouve derrière la place de l'hôtel de ville. Donc, voilà ici la façade de Saint-Gervais-Saint-Protré. La façade, elle a été construite entre 1616 et 1621, c'est-à-dire après notre période, et elle est dans un style qui n'est pas un style Renaissance, qui est déjà un style classique, marqué aussi par la contre-réforme. Ça, j'en reparlerai, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors vous voyez le rez-de-chaussée en forme d'arc de triomphe et de temple romain, avec des chapiteaux doriques. À l'étage intermédiaire, au premier étage, on trouve des colonnes avec des chapiteaux ioniques. Et au sommet, enfin, on a des chapiteaux corinthiens. Donc on a les 3 ordres, et là on suit les recommandations d'un architecte antique, Vitruve, qui a écrit son traité d'architecture au IIe siècle. C'est le seul traité antique qui nous soit parvenu, et donc à partir de la Renaissance, on va énormément s'appuyer sur Vitruve, et les Français, pour le style classique, vont s'appuyer énormément sur Vitruve en essayant de faire quelque chose de classique et de dépouillé et de sobre. Ça, c'est l'art typiquement français. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une façade Renaissance, puisqu'on est dans quelque chose de beaucoup plus sobre que le style Renaissance. Donc ce qui est important, c'est de voir que toutes ces églises parisiennes suivent à peu près le même schéma. La construction est décidée à la fin du XVe siècle, pour celle-là en 1494. On fait les plans et la fondation. Et ensuite, on construit l'église en général en partant du chœur et en allant jusqu'à la façade. Donc, on construit la chapelle de la Vierge qui était dans le chœur en 1517, elle est achevée. En 1540, c'est tout le chœur qui est achevé. Et puis, c'est le début des guerres de religion, donc ça prend du retard. Et le transept, c'est-à-dire
l'axe perpendiculaire à la nef, juste après le chœur, n'est achevé qu'en 1578, et il faudra attendre 1610 pour que la nef soit achevée à son tour, et puis après on termine finalement par la façade. Donc tout ceci explique pourquoi dans ces églises on voit, on ressent l'évolution temporelle, et donc l'intérieur, vous avez une magnifique église gothique. Voilà ce qu'on voit depuis l'entrée. Et on se dit, bah, tiens, c'est une église gothique. Elle a été restaurée récemment, en l'an 2000, mais ce que vous voyez, c'est vraiment l'église gothique construite un peu avant 1600, puisque cette nef, on vient de le voir, a été construite vers 1600, et dans un plus pur style gothique. Donc vous voyez, pour les Parisiens, pour les bourgeois, à cette époque-là, le style majeur, c'est le style gothique. Tandis que pour l'aristocratie, pour le roi et les princes, c'est le style, bien sûr, Renaissance qui s'impose. Aujourd'hui, cette église, enfin bon, je vais y revenir. Tout simplement, on voit bien la nef ici avec la voûte typiquement gothique, d'un gothique flamboyant. Voici la croisée du transept. Donc vous voyez, ça a été raccordé, même si ça, je vous ai dit, c'est un peu plus ancien que la nef. Le raccord n'est pas visible. C'est très proche. Donc on fait un petit zoom sur la croisée du transept pour admirer cette magnifique voûte et étudier un peu le vocabulaire de l'art gothique. Donc ici, vous avez la croisée d'ogives. Voilà les ogives, ce sont ces nervures-là. Et puis vous voyez, il y a des subdivisions. Là, on a des tiercerons qui, comme le nom l'indique bien, divisent l'espace en tiers. Donc c'est facile à retenir. Et le nom le moins courant pour nous, c'est pour revenir des tiercerons jusqu'à la clé de voûte, on utilise des liernes. Donc maintenant, voilà, vous connaissez les 3 mots de vocabulaire de l'architecture gothique: l'ogive, le lierne et le tierceron. Donc chaque fois que vous visitez une église, vous levez la tête et vous dites, tiens, ben voilà, on voit très bien les tiercerons, les liernes, ça épate les voisins et c'est très facile à repérer. Bien sûr, le dernier élément d'une voûte gothique, c'est le pendentif de la clé de voûte. Donc ça, le pendentif, c'est quelque chose qu'on voit toujours dans le gothique tardif, alors que ça n'existait pas dans le premier art gothique. Voilà la nef, vue depuis le chœur, donc je vous dis un plus pur style gothique, et une restauration très bien faite. Donc l'église baigne comme ça dans une blancheur légèrement teintée, réchauffée par la lumière des vitraux. Et il y a une confrérie religieuse qui est installée là et qui chante les offices 3 à 5 fois par jour. Donc, et toujours de manière magnifique. Donc, ils portent des grandes capes blanches, les femmes ont de grandes robes bleu ciel et des voiles blancs. Et donc, c'est très beau à voir. La musique est très belle. Un jour, par hasard, je passais à côté vers midi, j'ai entendu sonner les cloches, je suis entré dans l'église. J'ai assisté à cette cérémonie, c'était vraiment magnifique et je crois que ça se fait toujours. Donc si vous avez l'occasion d'y assister, franchement, c'est très beau. Et en plus, vous entendrez peut-être les grandes orgues qui sont classées monuments historiques. Elles datent du XVIIe siècle, elles ont été restaurées au XVIIIe siècle par Cavalier-Coll. Et les titulaires de ces orgues ont toujours été pris dans la famille des Couperins. Alors, François Couperin, c'est un grand musicien du XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est le 3e titulaire des Couperins de cet orgue, de 1568 à 1733. Et il y en aura 4 autres après lui, toujours des Couperins. Donc cet orgue va être tenu par les Couperins de 1653 à 1826. C'est quelque chose d'assez
unique, et puis c'est un très bel instrument, et je vous dis, il y a des cérémonies absolument magnifiques dans cette église, mais quotidiennement. Vous pouvez, quand il n'y a pas de cérémonie, vous pouvez admirer les stalles, les très belles stalles Renaissance. Les stalles, ce sont les sièges réservés aux chanoines, qui sont des religieux dont le rôle, la fonction principale est de chanter les offices. Alors, dans les monastères, ce sont les moines qui chantent les offices. Et en ville, dans les paroisses qui ne sont pas des monastères, il y a des chanoines qui sont des religieux, mais des religieux qui ne sont pas cloîtrés, ou pas toujours, et donc qui sont chargés de chanter les offices, et beaucoup d'entre eux sont des prêtres, et donc doivent dire la messe une fois par jour, une messe basse, mais ils sont là surtout pour chanter les offices. Et ça existe depuis le Moyen-Âge, et ça perdurera dans certaines églises presque jusqu'à la Révolution. Et il y a encore dans les églises certains chanoines, mais ils ont une activité plus pastorale, ils ne passent plus leur temps à chanter la messe. Déjà à l'époque, il pouvait leur arriver, par exemple, d'aller soigner les paroissiens. Et certains d'entre eux faisaient fonction de médecins du corps et de l'âme, bien entendu. Alors voilà une autre vue des stalles, avec ici le siège qui se rabat. Et ce type de siège, on appelle ça une miséricorde, parce que quand le siège est rabattu, qu'on ne peut pas s'asseoir, on peut malgré tout appuyer ses fesses sur ce rebord, et ça permet de rester debout sans trop se fatiguer, ce qui est bien utile, bien sûr, pour les chanoines un peu âgés ou malades, d'où le nom de miséricorde. On a pitié d'eux, donc on leur permet de se reposer. Et bien, c'est l'occasion de mettre des sculptures, de présenter des sculptures qui ont des sujets profanes. Donc ici, vous voyez un homme et sans doute une femme, la femme a été un peu martelée, on va y revenir, qui sont en train de faire tourner une rôtissoire. Là, vous avez un cordonnier en train de découper les semelles de ses chaussures. Et là, un couple qui prend un bain, sans doute dans des étuves, c'est les bâtiments publics, qui existaient encore à Paris à ce moment-là, et qui étaient condamnés assez par l'Église, et surtout après la contre-réforme. On a trouvé que c'était quelque chose de trop licencieux, ça a disparu. Et c'est sûrement vers le XVIIe siècle qu'on a martelé la nudité de la femme, parce qu'on trouvait que c'était pas un sujet très religieux, alors qu'au Moyen-Âge, on trouvait que c'était une espièglerie, on peut dire aussi une gauloiserie, que les gens appréciaient beaucoup et qui se faisait beaucoup. Alors, autre exemple de cet esprit, disons, de titi parisien, cette représentation d'une dispute entre un homme et une femme, entre un couple. Vous voyez, déjà, il y avait des couples qui se disputaient à cette époque, et puis le côté un peu licencieux nous échappe, mais une femme qui montre ses chevilles et en plus ses genoux avec ses chausses déjà un peu enroulées autour des jambes, ça c'est quelque chose de tout à fait inconvénient, et donc c'est une paillardise en fait, qui était tolérée à cette époque-là dans un esprit très moyenâgeux, et qui va disparaître par la suite. Donc il y aura beaucoup de ces stalles qui seront détruites à cause de cela, et c'est bien dommage. Heureusement, certaines ont survécu, et on peut les voir aujourd'hui. Bien, non, maintenant nous allons rive gauche, nous montons sur la butte de Sainte-Geneviève pour aller à Saint-Étienne-du-Mont, qui était juste à côté de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève, l'église ancienne a été rasée, et c'est là qu'on a construit la nouvelle église Sainte-Geneviève, qui est devenue le Panthéon. Donc ici, nous sommes dans le quartier du Panthéon. Et vous apercevez la façade de Saint-Étienne-du-Mont, qui suit exactement le même schéma que Saint-Gervais-Saint-Protré, c'est-à-dire on fait d'abord un plan pour une église gothique, on construit l'église gothique en partant du chœur, et puis le temps passe, et quand on arrive à la façade, on a déjà terminé la Renaissance, on est déjà en époque classique. Alors ici, la façade, elle est plutôt composite, elle n'est pas très lisible, ce n'est pas la pureté de l'art classique, ni non plus l'exubérance de la Renaissance. C'est quelque chose d'un peu hybride,
de curieux. Vous apercevez là le clocher de Sainte-Geneviève. L'abbaye Sainte-Geneviève et l'église Sainte-Geneviève ont disparu. C'est maintenant le lycée Henri IV. Il ne reste que le clocher de Sainte-Geneviève. Bon, donc ici, on va retrouver à peu près le même schéma, je vous l'ai dit, c'est-à-dire on va faire les plans en 1494, on va construire le clocher à cette époque-là, on va commencer l'abside, c'est-à-dire à l'arrière du chœur. Le chœur ne sera achevé qu'en 1537, les guerres de religion on fait plus grand-chose. Et en 1584, on construit la nef. Donc voici l'intérieur. Vous remarquez les arcades Renaissance avec les arcs surbaissés et les balustrades. Et si vous enlève les yeux, on voit en revanche les voûtes parfaitement gothiques de la nef. Alors on se place maintenant sous la croisée du transept. Voilà ici le transept et la nef et de ce côté le chœur. Et ici on est juste en dessous de cette pure voûte gothique. Vous reconnaissez les ogives, les liernes et les tiercerons. Donc le vocabulaire s'applique bien. Et vous voyez ici des inscriptions Saint Matthieu, Saint-Luc, Saint-Jean, alors Saint-Luc est ici, Saint-Matthieu, Saint-Marc et Saint-Jean, avec les tétramorphes, les symboles des apôtres. Ici, vous avez le bœuf de Saint-Luc et là, l'ange de Saint-Matthieu. Mais vous remarquez aussi ces fioritures, ces espèces de rosaces, et aussi les angelots, qui nous montrent qu'on est dans une conception déjà influencée là par le style Renaissance. Et ça, c'est une clé en pendentif avec au centre un agneau mystique qu'on ne peut pas distinguer à cette distance, qu'on voit mieux ici, vous voyez, sur cette vue en biais, on voit mieux l'admirable travail gothique de la clé en pendentif et on voit mieux aussi les angelots, qui eux nous évoquent plus la Renaissance, ainsi que le tétramorphe assez bizarre, l'aigle de Saint-Jean. Il ressemble plus à un poulet qu'à un aigle. Néanmoins, c'est un très beau travail, une très belle voûte gothique, et toutes les voûtes de Saint-Étienne-du-Mont sont gothiques. Voici maintenant une autre vue de la nef à l'oreille qui nous donne une vue totalement Renaissance, avec ses colonnes bien rondes, ses arcs surbaissés et ses balustrades qui épousent la forme des colonnes, ici, sur les bas-côtés. Donc là, on est dans un travail purement Renaissance, et qui est plein de charme d'ailleurs. Alors, la merveille des merveilles de Saint-Étienne-du-Mont, c'est son jubé. Un des rares jubés qui nous soit parvenu. Donc ce jubé a été construit en 1530. Alors le jubé, c'est une construction qui apparaît en France à partir de 1230 et qui a trois fonctions. Tout d'abord, c'est un arc de triomphe, sous lequel vont passer les processions, le clergé, dans les moments solennels. En même temps, c'est une clôture qui sépare l'espace des fidèles de l'espace des religieux, du clergé, puisque là, vous voyez les stalles des chanoines, et au fond, l'autel, et c'est là, bien sûr, que se trouve le prêtre pour officier, pour dire la messe. Alors, de nos jours, après les modifications du Concile Vatican II, le prêtre s'est rapproché des fidèles, ne leur tourne plus le dos, et donc on a rapproché l'autel, parce que dans les grandes églises et les cathédrales, l'autel était vraiment très éloigné du public. Et donc cette clôture du public, c'est ce qu'on reprochera d'ailleurs au jubé, je vais y revenir, mais d'abord la troisième fonction, c'est de rappeler la crucifixion, et le jubé, c'est un peu une vision très stylisée du Golgotha, et c'est pour cela que toujours au-dessus d'un jubé, vous avez un crucifix. Alors, il y avait une autre fonction, une autre utilité au jubé, c'est que bien sûr les chanteurs pouvaient s'installer sur les tribunes ou dans les escaliers,
et la voix portait beaucoup mieux. On chantait mieux les offices, les grands offices, quand on mettait des choristes au jubé. Et puis, c'est aussi à partir de cette balustrade que le prêtre lisait l'évangile et faisait son sermon. Donc il avait plusieurs rôles. Maintenant, à partir du Concile de Trente, alors le Concile de Trente, c'est la réaction du clergé catholique, de l'Église, pour contrer la réforme protestante, en disant, ben oui c'est vrai, il y a peut-être des choses dans la religion chrétienne qu'on fait, qui ont un peu dévié dans le catholicisme actuel, donc il faut revenir à des bases peut-être plus saines, et en particulier on a dit, ben, le jubé, il coupe les fidèles de l'espace religieux, il les éloigne de la divinité, ce n'est pas une bonne chose, et donc on a décidé d'abattre cette clôture. Ce qui fait qu'ici, il devait y avoir une clôture en pierre et peut-être même une grille qui ont disparu. Et donc on a décidé, après le Concile de Trente, alors le Concile de Trente se tient de 1545 à 1563, et ce qu'il en ressort, c'est plusieurs directives qu'on appelle les directives de la contre-réforme, hein, pour revenir à une Église plus proche de ses fidèles et plus ferme dans ses bases. Donc, après le Concile de Trente, on a dit, ben, il faut enlever les jubés. C'est ce qu'on a fait à peu près dans toutes les églises, sauf dans celle où on venait juste de terminer un magnifique jubé. Alors parfois on l'a démonté, on l'a mis sur le côté de l'église ou à l'extérieur. Et ici, tout simplement, à Paris, on a dit non, ben c'est trop beau, c'est trop important, on enlève les grilles, mais on garde le jubé, hein, on vient de le terminer. Et d'ailleurs, donc je disais 1530, mais ici, les sculptures qui sont là sont encore plus récentes, puisqu'ici vous avez la date 1605, et vous voyez, là on est dans un style très sobre, très classique, avec une sculpture là qui a l'air d'être une sculpture antique. Hein. Donc ça fait d'ailleurs un contraste très fort entre ce fronton antique, cette sculpture antique, et ces voûtes absolument gothiques. Donc c'est cette pièce rare, ce jubé qui est unique en France, dans celui-là, enfin sous cette forme, et c'est ce qui fait que l'église Saint-Étienne-du-Mont mérite d'être visitée, comme mérite d'être visité le Panthéon lui-même. Hein. Le Panthéon, on a l'impression que c'est un musée qui est vide, enfin une église désaffectée, mais en fait, quand on le visite, c'est une visite toujours très intéressante. Bien sûr, les Parisiens ne se disent pas, tiens, je vais visiter le Panthéon, et pourtant c'est quelque chose à faire. Et donc vous avez ici une belle demi-journée à passer entre Saint-Étienne-du-Mont et le Panthéon. Donc voilà une vue un peu plus éloignée qui, avec en amorce la chaire, la magnifique chaire du XVIIe siècle. Eh bien oui, puisqu'on avait dit qu'on supprimait le jubé, on a dit le prêtre ne pourra plus faire son sermon depuis le jubé. Il le fera au milieu de la nef, plus près des fidèles, pour apporter la bonne parole, et on va construire pour cela des chaires. Et cette chaire, construite en 1640 sur un dessin de Laurent de la Hire, un des grands peintres de l'époque, est absolument remarquable. Bon, il faut la voir de près, et je vous invite donc vraiment à pénétrer dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, à y retourner pour revoir cette chaire et revoir ce jubé absolument magnifique. Maintenant, nous passons à quelque chose qui se trouvait dans l'église Sainte-Geneviève, juste à côté. Il y avait les reliques de la sainte de Sainte-Geneviève et la châsse de Sainte-Geneviève. Quand l'église a été détruite pour être reconstruite, on a mis la châsse dans le chœur de Saint-Étienne-du-Mont. Il y a une chapelle dans le chœur réservée à la châsse de Sainte-Geneviève. Et on n'a pas gardé ces cariatides. Alors les cariatides, elles avaient un bras qui soutenait la châsse et de l'autre bras, elles tenaient un flambeau. Donc les bras ont disparu. C'est une magnifique sculpture de bois qui sont maintenant au musée du Louvre. Et alors vous appréciez les visages fins, gracieux
est typiquement français, typiquement XVIIe siècle, alors que les sculptures elles-mêmes ont un style Renaissance très marqué, avec une influence maniériste qui se traduit par une tête et un buste bien proportionnés. Et ensuite, à partir de la taille, le corps est allongé, ce qui lui donne bien sûr beaucoup de grâce. Et vous remarquez les mouvements, la danse de ces cariatides. Alors on pense évidemment aux cariatides de l'Acropole. C'est une référence bien sûr aux cariatides de l'Acropole qu'on connaissait, même si on n'avait pas l'occasion de se rendre à Athènes, qui était à ce moment-là sous domination ottomane. Mais vous remarquez donc cette superbe réalisation, cette antiquité retrouvée et réinventée avec un style très français, je vous dis, dans la finesse des visages qu'on voit ici. Bon, revenons à notre plan et maintenant on va voir d'autres églises qui se situent par ici. Je ne parlerai pas, j'ai juste mentionné ici en numéro 6 Saint-Méry. Saint-Méry, c'est une église alors qui est de cette période entièrement gothique. Malheureusement, elle est très abîmée, elle a été fermée pendant plusieurs années, on l'a consolidée, mais on ne l'a pas vraiment restaurée, et l'intérieur est un véritable crève-cœur, tout est délabré. Je suis allé il y a 2 ans pour faire des photos quand elle a été rouverte, et quand j'ai vu ça, je me suis abstenu. Je n'ai pas fait de photos tellement l'intérieur est dans piteux état. Saint-Eustache, en revanche, a été restauré assez récemment. Enfin, il y a toujours des restaurations, mais là, c'est la façade, l'extérieur qui a été restauré assez récemment. Cette vue est prise depuis la terrasse du musée Beaubourg. Et vous voyez tout de suite le plan absolument gothique, parce que nous sommes sur le même schéma. On va construire, on part pour construire une église gothique, et petit à petit, les principes de la Renaissance et on peut dire de l'Antiquité et du classicisme s'imposent aux bâtisseurs successifs, et à l'intérieur, on a un mélange de gothique et de Renaissance, pour ne pas dire déjà de classicisme, hein, puisque vous allez voir les dates qui vont s'afficher. Construite à partir de 1532 et terminée en 1633, donc là, dans l'époque suivante, et dans un style purement classique. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas à l'intérieur, c'est un peu la même chose que précédemment, mais bien sûr c'est une église aussi qui mérite une visite. Maintenant, nous allons ici au numéro 5 pour découvrir le nouveau Louvre créé par François Ier et son fils Henri II. Donc je vous rappelle l'histoire du Louvre très rapidement. La forteresse de Philippe Auguste qui sert uniquement à défendre les murailles de Paris. C'est un château fort. Ensuite, Charles V en fait un château royal avec des côtés résidentiels. Et à l'époque de François Ier fait abattre le donjon et fait reconstruire 2 des 4 ailes du château. Et il les fait reconstruire dans un style Renaissance, comme vous le voyez ici. Alors on va continuer dans les aspects historiques. Catherine de Médicis, donc après la mort de son mari, vers 1570, va se faire construire le palais des Tuileries, dans un style plus Renaissance, mais aussi inspiré bien sûr de ce qui se faisait en Italie, puisqu'elle vient de Florence, mais ça sera la base de l'architecture classique française. Malheureusement, les Tuileries disparaîtront en 1870. Et pour aller aux Tuileries, depuis le Louvre Renaissance qu'elle habitait, elle fait construire une galerie qui lui permet d'aller au bord de la Seine, et de là on prend un carrosse et on se rend directement aux Tuileries, avec derrière les Tuileries le jardin des Tuileries, hein, que nous connaissons, bien sûr qui n'était peut-être pas aménagé de la même façon, mais c'est le jardin des Tuileries de Catherine de Médicis à l'origine. Ensuite,
sous Henri IV, pour Marie de Médicis, on construira la grande galerie. Donc je vous ai dit qu'il y avait la petite galerie, et bien là, euh, Marie de Médicis, pour éviter d'être confrontée à la foule et d'avoir à saluer les Parisiens, et pour aller se rendre plus facilement aux Tuileries, elle se fait construire cette grande galerie qui n'est absolument pas meublée. C'est juste, le sol est en terre battue et c'est juste un moyen d'aller à l'abri des regards. Ici jusqu'aux Tuileries, ça fait 450 mètres. De temps en temps, on peut même y aller avec une chaise à porteur ou un trait, euh, une petite charrette tirée par un poney. Bon, ben, de toute façon, on peut arriver assez facilement ici aux Tuileries et à l'abri de tous les regards. Donc déjà, à cette époque, à l'époque d'Henri IV, il y a ce qu'on appelle le grand dessein. On ne sait pas à qui on le doit exactement. Dessein S-E-I-N, bien sûr, c'est-à-dire projet. C'est de doubler chaque aile du Louvre. Vous voyez, donc l'aile Lescaut, construite sous Henri II, c'est celle-là. On rase le château médiéval et on double ici toutes les ailes pour faire un carré dont la surface est 4 fois plus grande que la surface du château initial. Alors ça restera un grand projet qui mettra très longtemps à se concrétiser. Louis XIV en fera une partie et c'est Napoléon III qui fera la jonction entre les Tuileries et la cour carrée, mais ça beaucoup plus tard puisqu'on est en 1860. Donc revenons à l'époque François Ier à Henri II, vers 1550, et on va parler maintenant de l'aile Lescaut. C'est cette aile-là, on l'appelle l'aile Lescaut parce que ces deux ailes ont été construites par l'architecte Pierre Lescaut, et elles supportent aussi les sculptures de Jean Goujon. Alors Pierre Lescaut, c'est le plus grand architecte français de la Renaissance, et Jean Goujon, c'est le plus grand sculpteur. Et ils travaillaient souvent ensemble pour François Ier, pour Henri II, et aussi pour quelques particuliers. Donc vous voyez cette façade très sombre, vous voyez le rythme obtenu avec les arcades des fenêtres du rez-de-chaussée, alors qu'on a des frontons tantôt triangulaires, tantôt curvilignes au premier étage, des fenêtres droites plus simples au dernier étage, mais au deuxième étage, vous avez des sculptures monumentales qui rehaussent l'édifice, tandis que celles du rez-de-chaussée ou du premier étage sont pratiquement grandeur nature ou guère plus grande. Donc voilà, une façade très rythmée, encore un peu chargée, mais qui déjà annonce à travers le style Renaissance, le style classique français, hein, par son sens de la mesure et de la symétrie. Donc à l'intérieur, il y a deux choses remarquables. D'une part, la cage d'escalier, construite donc par Pierre Lescaut, et d'autre part, ici, la salle des cariatides. Alors ici, j'ai matérialisé l'emplacement de la cage d'escalier. Voici l'escalier au premier étage, c'est un escalier droit. Alors ça, c'est la nouveauté. Jusque-là, on faisait des escaliers en colimaçon. Eh bien là, on va faire des escaliers droits parce que ça tient plus de place. Donc ça donne plus d'apparat, plus de majesté, puisqu'on peut le descendre en procession. Alors l'escalier, bien sûr, il est décoré par Jean Goujon, l'équipe de Jean Goujon, sur le plafond, ici, sur les plafonds, et aussi sur les côtés. Et voilà les sculptures qui reprennent le thème de la chasse et de Diane chasseresse. Donc vous voyez le H de Henri, le voilà encore ici. Voilà ici un cerf avec au milieu de son front le croissant de lune de Diane pour évoquer Diane chasseresse. Vous avez aussi le C de Diane qui se retrouve
un peu partout finalement, le croissant qui se retrouve un peu partout. Et voilà Diane chasseresse avec le croissant de lune sur la tête. Bon, alors, et ici, c'est le croissant de lune qui se retrouve sur les côtés. Bon, c'est quelque chose de connu. La Diane de Poitiers, c'est la maîtresse du roi Henri II, et chaque fois qu'il peut lui la mettre à l'honneur, lui rendre un hommage, il le fait. Donc ici, voilà la sculpture qui se trouve au-dessus des portes de l'escalier. Voilà une des sculptures, avec non pas des angelots, mais des poutis, c'est-à-dire des jeunes enfants. Ils n'ont pas d'ailes, donc ce ne sont pas des anges. Et là, vous avez le monogramme du roi. Donc on lit facilement le H de Henri. On peut y lire les C entrelacés de Catherine, mais personne n'est dupe. On sait qu'il faut y lire les D entrelacés de Diane. Diane, qui est donc la dame de ses pensées, celle qui, dans un esprit chevaleresque, il dédie tout ce qu'il fait. Donc voilà maintenant ici la salle des cariatides. On y entre depuis l'escalier droit, qui s'appelle aujourd'hui au Louvre l'escalier Henri II. C'est un des 4 escaliers remarquables que contient le Louvre, qui contient de très beaux escaliers, plus magnifiques les uns que les autres, mais celui-là, il est d'époque Renaissance. Donc voici la cariatide qu'on aperçoit ici dès l'entrée, parce qu'on entre par cette porte et on passe sous les cariatides. Alors là, les cariatides, bon, ben c'est toujours du travail de l'atelier de Jean Goujon, alors que la salle, on l'en doit à Pierre Lescot. Alors remarquez l'influence de l'Antiquité, avec les colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens, les arcs en anse de panier surbaissés, typique de la Renaissance. Et donc cette salle, elle fait 600 mètres carrés. Donc c'était une salle d'apparat qui servait aussi pour les bals et qui a servi aussi pour exposer le corps d'Henri IV lorsqu'il a été assassiné par Ravaillac pendant 3 jours. Le corps d'Henri IV a été exposé au public ici dans cette salle des cariatides. Au-dessus, vous avez un bas-relief qui représente Diane chasseresse. Ça, c'est un ajout du 19e siècle. Cette tribune, c'était la tribune des musiciens. Et d'ailleurs, on voit des lyres. Donc, ça montre pour les festivités, pour les pompes d'apparat, et bien sûr pour les bals, les musiciens étaient à cette tribune. Et vous voyez les cariatides, donc là encore, référence évidente à l'Antiquité et à l'Acropole, et vous voyez qu'elles ont un style plus monumental. Ce n'est pas la grâce des cariatides sculptées en bois qui supportait la chasse de Sainte-Geneviève. Ici, on est volontairement dans quelque chose de plus hiératique et de plus monumental, puisqu'on est dans la salle principale du palais du roi de France. Donc voilà, ici, de près, on voit ce côté encore très hiératique, et c'est quelque chose de volontaire. Hein. Puisqu'on fait référence à l'art antique, vous savez que dans l'art grec, le premier type de sculpture qui apparaît, on appelle cela le style sévère. Hein. Et ici, on pourrait presque dire que c'est plus inspiré par le style sévère que par le style hellénistique. Donc, ces cariatides, c'est un des plus beaux exemples d'architecture et de sculpture de la Renaissance, et il se trouve à Paris. Hein. C'est aussi beau que la galerie François Ier de Fontainebleau, et aussi important, bien sûr, pour l'histoire de l'art pour la Renaissance française. Alors, pour la Renaissance française aussi, il faut dire un mot de la peinture française à travers l'école de Fontainebleau. Ça, c'est le portrait de François Ier par Jean Clouet. Jean Clouet, c'est le père de François Clouet. Ce sont des familles de peintres et de dessinateurs absolument hors pair. Ici, vous remarquez le pourpoint à crever.
brodé de fil d'or, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, les manches à crever réunies par des canons. Hein, vous voyez, ce sont ces petits objets, des très belles pièces d'orfèvrerie, et le travail des mains, absolument remarquable. Vous savez que c'est quelque chose de très difficile en peinture, surtout avant l'invention de la photographie, de représenter les mains. Parce que les mains, c'est quelque chose, voilà, je le mets ici, c'est quelque chose qu'on voit en perspective. Donc c'est toujours très difficile à représenter. Donc c'est longtemps, pour les portraitistes, payaient beaucoup plus cher si on voulait un portrait en buste, mais avec les mains. Parce que les mains, c'est un morceau de virtuosité pour le peintre. Voilà. Et remarquez ce très très beau travail euh, du portrait de François Ier par Jean Clouet. J'avais déjà évoqué très rapidement la galerie François Ier, donc on sort de Paris, on va à Fontainebleau, parce que c'est l'occasion de voir à quoi ressemblait un intérieur princier sous la Renaissance, et bon, pas loin de Paris, il devait y en avoir quelques-uns, peut-être y avait-il des pièces aussi luxueusement appareillées euh, dans le palais du Louvre. Oui, d'ailleurs, on en verra un exemple, mais plus tard avec Louis XIV. Donc ici, la fameuse galerie, elle a été réalisée par Rosso Fiorentino, un artiste italien ramené d'Italie par François Ier. Cette galerie fait 64 mètres de long sur 6 mètres de large. Il y a des peintures à fresque et des sculptures en stuc. On doit tout ça à Rosso Fiorentino et ça a été sans doute le prix Matisse, notre grand peintre sculpteur italien, a complété ce travail après la disparition de Rosso Fiorentino. Alors, les thèmes sont des allégories très alambiquées. François Ier se faisait un plaisir de détailler les significations de tous ces symboles à ses invités. Malheureusement, ça n'a pas été noté. On en a perdu la trace. Donc aujourd'hui, on est incapable de savoir exactement quelle était cette symbolique. C'est tout le problème quand on fait des peintures ou des sculptures symboliques, c'est que bien souvent les intentions premières sont perdues et ensuite il y a des gens qui passent leur temps à essayer de déchiffrer des rébus, à imaginer des symboles et des significations cachées. C'est du temps perdu. Il suffit d'apprécier la peinture et la sculpture qui ici sont absolument splendides. Donc là, je vous ai fait un grand panoramique sur un côté de la galerie, l'autre côté est décoré de la même façon et tout aussi splendide. Et c'est vrai que chaque fois qu'on va, c'est un peu loin le château de Fontainebleau, mais chaque fois qu'on y va, on dit ah ben oui, c'est bien, ça valait la peine de revenir et de revoir, de repasser encore une demi-journée. Je vous prie de m'excuser au château de Fontainebleau. Je n'ai pas coupé mon téléphone et quand c'est comme ça, on a toujours des messages au mauvais moment. Voilà. Donc, autre pièce qu'on peut admirer à Fontainebleau, c'est la chambre de la duchesse d'Étampes. En fait, quand je dis la chambre, oui, c'était la chambre au départ, mais maintenant, c'est juste la cage de l'escalier qu'a fait construire Louis XV en 1749. Donc, c'est un peu dommage. Mais heureusement, on a conservé le décor. Donc, vous voyez, le décor très riche au niveau du plafond et là sur les murs, avec quelque chose qui rappelle les fresques et les stucs de la galerie de François Ier. Mais ici, alors ça c'est un travail qu'on doit plus au prix Matisse qu'à Rosso Fiorentino. Et c'est l'occasion de bien voir ce qu'on appelle le maniérisme italien qui est parvenu en France. Donc vous voyez l'allongement des corps, hein, le buste de taille, on peut dire normale, de proportion normale, et puis là, tout d'un coup, l'allongement du corps entre la taille et le genou, hein, qui provoque cet effet d'élongation très gracieux, hein, mais en même temps
très peu naturel. Donc c'est pour ça qu'on parle de maniérisme. Alors l'école de Fontainebleau a été très influencée par ce maniérisme, mais en même temps, l'école de Fontainebleau a essayé de faire quelque chose de plus naturel, de très raffiné, et de très réaliste, et aussi naturel que possible. Donc avec ici cette Vénus au bain, là avec une représentation de la charité, avec, vous le voyez, un certain maniérisme dans l'allongement du corps, et une très belle tête, hein, qui a beaucoup de grâce et de finesse, et assez de douceur, hein, pas le hiératisme justement que prisaient les Italiens. Donc, on retrouve l'école de Fontainebleau dans les portraits des rois de cette époque. Donc ici, nous allons évoquer maintenant Henri II, qui naît en 1509 et qui meurt en 1559. Il sera roi de France à la mort de son père de 1547 à 1559. Alors, il a eu une enfance très particulière. Je disais, son père avait gagné la bataille de Marignan et perdu celle de Pavie, après quoi il a été fait prisonnier et amené dans les geôles de Madrid. Et on ne l'a pas amené tout seul, on a amené avec lui ses deux premiers fils pour être certain de tenir vraiment le souverain et le futur souverain, si jamais on décidait de le nommer régent ou de le faire régner. Donc, on a enfermé ces deux enfants en prison, et dans des véritables prisons. Donc, c'était pas de la résidence surveillée. Et donc, ils ont été marqués sans doute à vie. Et en particulier, Henri II avait un caractère taciturne. Certains courtisans disaient voir le roi tous les jours et ne l'avoir jamais vu rire. Bon, c'est peut-être exagéré, mais ça montre bien un peu quel était le personnage. Autant son père, François Ier, était quelqu'un de flamboyant, autant le second était quelqu'un de très réservé. Et ça peut se comprendre vu l'enfance qu'il a eue. Alors, quand on parle d'Henri II, on parle de sa maîtresse Diane de Poitiers. Vous avez ici la fontaine de Diane, une sculpture qui se trouve au musée du Louvre et dont vous avez la copie dans beaucoup de parcs. En particulier, vous en avez une dans le parc de Rambouillet, mais dans beaucoup d'autres, vous trouvez des sculptures de Diane, celle-là ou Diane chasseresse. Il y a d'autres sculptures, bien sûr, de Diane un peu partout. Elle a été reproduite, cette sculpture, maintes fois, et d'autres aussi ont été reproduites un peu partout en France. Alors, Diane de Poitiers, elle est née en 1500, et elle mourra en 1566, et en 1515, on la marie, elle a 15 ans, avec Louis de Brézé, qui a 40 ans de plus qu'elle. Donc il a 55 ans, il va mourir en 1531, elle restera donc veuve. Elle a été une bonne épouse et elle restera une veuve irréprochable. Et c'est parce qu'aussi c'était une femme vertueuse que du vivant de son mari, en 1525, on la nomme gouvernante des enfants du roi, c'est-à-dire préceptrice, et c'est bien sûr à Madrid, et elle va adoucir la captivité des deux enfants, de Henri II et de son frère, et elle veillera à leur éducation. Alors, comme elle-même était intelligente et lettrée, elle donnera une éducation soignée aux deux enfants de François Ier. Donc, dès l'enfance, dès l'adolescence, Henri II, le futur Henri II, rencontre Diane de Poitiers, qui est pour lui une femme idéale, une belle jeune femme. Donc elle a 25 ans et lui, à ce moment-là, en a 12 ou 13. Hein, il est en admiration devant elle. Et donc en 1530, lorsqu'il fera ses premiers tournois de chevalerie, eh bien, il abaissera sa lance devant la loge de Diane et il en fera sa dame d'honneur dans un esprit très chevaleresque. Et toute sa vie, elle restera sa dame d'honneur. Bon, l'équivalent de Béatrice pour Dante, à ceci près que tout le monde suppose que l'amour n'est pas resté purement platonique
et qu'à partir de 1538, ils sont amants. On dit qu'on le suppose parce que tous les deux ont toujours été très discrets et n'ont jamais manifesté de gestes d'intimité en public, mais comme comme le roi vouait un véritable culte à Diane, on suppose malgré tout qu'ils étaient amants. Mais je vous dis, c'est surtout un culte, une adoration sans borne, infinie, qu'il trouvait le moyen de montrer euh, chaque fois qu'il en avait l'occasion, et toujours dans le respect des convenances. Donc voilà, Diane chasseresse, donc ça c'est inspiré à la fois d'une sculpture hellénistique et de Diane de Poitiers. On veut un peu les confondre et en faire la femme idéale, la femme immortelle, euh, pour complaire au roi, bien entendu, et à Diane qui se prête au jeu. Vous voyez le croissant de lune de Diane ici sur son front. Alors ici, j'ai choisi une armure de joute que j'ai photographiée au musée de l'armée. Ce n'est pas l'armure de François Ier, je ne pense pas que ce soit celle d'Henri II. Malheureusement, je n'ai pas photographié l'étiquette quand j'ai fait cette photo il y a 10 ans et je n'ai pas pu retourner pour vérifier parce que quand je vois la fleur de lys ici sur le casque, tout de même, hein, on se dit que c'est une armure royale. Alors ça, c'est juste pour souligner la mort stupide d'Henri II qui est mort au cours d'un tournoi, hein, tout simplement. La lance de son adversaire s'est cassée, s'est brisée, et une écharde, le bout de la lance cassée a pénétré par la visière dans l'œil du roi, a crevé l'œil et a atteint le cerveau, il est tombé dans le coma. Il s'est réveillé et il a eu 10 jours d'agonie dans d'atroces souffrances. Bien sûr, ça a été un drame, et un drame pour son épouse, Catherine de Médicis, qui, même si elle était un peu délaissée pour Diane de Poitiers, adorait son époux. Et c'est un drame aussi pour le royaume, parce que ce roi, certes taciturne, était un excellent roi, qui tenait très bien son royaume. Et malheureusement, par la suite, ses fils, qui sont trop jeunes, mal préparés, vont être débordés par les conflits des guerres des religions. Donc à la mort d'Henri II, c'est son fils François II qui monte sur le trône. Il a 15 ans, donc aux yeux de la loi du royaume, il est majeur, puisque les rois sont majeurs à 13 ans, mais il est incapable de gouverner parce qu'il est aussi de santé fragile. Sa mère le soutient, s'en occupe constamment, mais sa mère est effondrée par le chagrin, et donc le roi confie les rênes du royaume aux Guises, hein, le fameux duc de Guise, et c'est-à-dire ça c'est le parti ultra-catholique qui pense que tant qu'on n'aura pas exterminé le dernier protestant en France, le royaume ne sera pas en paix. Donc évidemment, cette attitude, cette intransigeance des Guises va provoquer tous les malheurs des guerres de religion. Mais il ne faut pas leur attribuer cette seule responsabilité. Il y avait des intransigeants des deux côtés, on s'en doute. Alors, à la mort de François II, sans doute mort d'une méningite ou d'une otite, on ne sait pas, c'est son frère Charles IX qui monte sur le trône, mais Charles IX n'a que 10 ans. Donc à ce moment-là, sa mère devient régente. Et là, elle va s'intéresser un peu plus aux affaires du royaume. Donc sa mère, en tant que régente, va essayer de trouver des solutions diplomatiques à la crise créée par les guerres de religion. La France se déchire en deux parties, chacun étant persuadé de détenir la vérité et voulant anéantir l'autre. Donc c'est pas propre à la France. Partout, ce mouvement de réforme a créé des conflits, et le seul moyen qu'on a trouvé pour résoudre ces conflits, dès le XVIe siècle et encore plus au XVIIe, ça a été de dire, eh bien voilà, dans chaque État, la religion du peuple sera la religion du prince.
et parfois aussi la religion du prince sera la religion du peuple. Donc quand il y a des héritages ou des changements de dynastie, eh bien voilà, si le peuple est catholique, on met un roi catholique ou il se convertit au catholicisme. Si le peuple est protestant, on met un roi protestant et il se convertit au protestantisme, luthérien ou calviniste suivant l'endroit où l'on est. Mais comme ça, on a la paix. Mais à l'intérieur, toute la population d'un État a la même religion. Comme ça, ils ne cherchent pas à se convertir les uns les autres et à s'entretuer quand la conversion ne marche pas. Voilà, donc autrement dit, cette solution, hein, ça n'a rien à voir avec la coexistence de deux religions. Hein. C'est que simplement, on sépare les personnes. Et ça, bien sûr, c'est une solution qui peut marcher à court terme, mais qui ne marche pas totalement, et puis qui ne pouvait pas s'appliquer à la France. Alors, pendant toute cette époque, on va essayer de découper, de dire telle ville sera protestante, telle autre sera catholique, et bien sûr, chacun se dit oui, 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 d'accord, j'accepte ce partage en pensant oui, je fais semblant de le respecter, et puis j'essaie de conquérir la ville voisine pour la convertir. Donc évidemment, ça a donné des conflits, des guerres civiles qui nous ont amenés jusqu'à la Saint-Barthélemy. Donc ces deux personnages qui cherchaient des solutions diplomatiques, au bout d'un moment, ont un peu changé d'avis ou ont décidé de tuer l'amiral de Coligny, qui était le chef des partis protestants, en pensant qu'en tuant Coligny et son entourage proche, ça allait mettre un coup d'arrêt aux protestants. Mais il y a eu un dérapage. Au lieu de tuer une dizaine de personnes, ce qui est déjà pas très bien, eh bien on en a tué un petit millier ou quelques petits milliers dans Paris. Et de là, ça s'est répandu en province, et au final, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de protestants assassinés, et cela a amené, bien sûr, des conflits. Le conflit, au lieu de s'apaiser, a empiré. Donc, le roi meurt en 1574 d'une pleurésie tuberculeuse. Alors la légende veut qu'il soit... Alors la légende, rapportée par Alexandre Dumas et inventée de toutes pièces, a déclaré qu'il avait été empoisonné par sa propre mère, ce qui est bien sûr totalement absurde et contraire à tout ce que les historiens actuels savent de Catherine de Médicis. Alors, c'est son troisième fils, Henri III, qui monte sur le trône. Alors lui, il avait été un moment roi de Pologne, il se dépêche de revenir en France parce que c'était le seul des trois frères qui avait l'étoffe d'un roi. C'était quelqu'un d'intelligent, cultivé, de courageux, qui a gagné plusieurs batailles et qui s'occupait lui-même des affaires du royaume. Malgré tout, il était en butte au parti des ultra-catholiques, lui-même était un catholique fervent, mais il a pensé régler la question, là encore par un assassinat, l'assassinat du duc de Guise, qui n'a rien réglé du tout, et qui a provoqué son propre assassinat, puisqu'il a été poignardé ensuite par le moine Jacques Clément. Alors là encore, Alexandre Dumas et Michelet en ont fait un personnage aussi noir que sa sœur, et aujourd'hui, les historiens nuancent bien les choses et au contraire nous disent que l'image qu'en donnent les romanciers du 19e siècle, ou qu'on peut voir à travers les films comme celui de Patrice Chéreau sur la reine Margot, cette image-là est totalement erronée pour ces deux personnages. Catherine de Médicis était une femme intelligente, cultivée, et qui a toujours mis en avant la diplomatie. C'était d'ailleurs une habile diplomate. Mais face à la crise engendrée par les guerres de religion, qui n'étaient quasiment pas, qu'on ne pouvait quasiment pas résoudre, vu l'extrémisme des deux partis, elle n'est pas arrivée à trouver une solution. En tant que femme, elle n'avait pas non plus l'autorité nécessaire pour imposer ses décisions, parce qu'il fallait un appui militaire assez fort.
Et je vous le disais, la solution, ça a été l'édit de Nantes, signé par Henri IV, qui a reconnu certaines villes et certaines places fortes aux protestants, après quoi on s'est dépêché, sous Louis XIII, de reconquérir toutes ces places fortes et toutes ces villes pour chasser et exterminer tous les protestants. Et Louis XIV a continué. Alors, à l'époque de Louis XIV, il n'y a plus de villes vraiment aux mains des Huguenots, et il y a malgré tout encore des protestants dans les campagnes. Eh bien, avec les dragonnades, ceux qui sont encore dans les Cévennes, on va les harceler, les faire disparaître, et un beau jour, on dira, ben voilà, il n'y a plus de protestants en France, et c'est la révocation de l'édit de Nantes. Et les quelques protestants qui restaient là ont dû partir et quitter la France. Donc le seul moyen qu'on a trouvé pour mettre fin à la guerre de religion, c'était d'exterminer la plupart des protestants et d'expulser ceux qui restaient. Voilà, donc, et on n'a pas fait mieux dans d'autres pays. Malheureusement, je vous dis, la seule solution qu'on a trouvée à cette crise, ça a été de créer des États, tantôt protestants, des petites principautés, protestantes ou catholiques, et c'était le cas dans toute l'Allemagne. Donc voilà, ça ne se résoudra finalement, ce conflit-là, qu'après la Révolution française, lorsqu'on admettra qu'il peut y avoir dans un même territoire plusieurs religions. Ce qui n'était pas le cas jusque-là, nulle part en Europe. Donc un beau portrait de François Clouet, Élisabeth d'Autriche. Vous remarquez la finesse de ce visage et donc de ce dessin, hein, parce qu'au départ, c'était un dessin très achevé et on en a fait un portrait. Et ça, c'est typique de l'école de Fontainebleau. Vous remarquez la résille de perles du haut de son corsage avec les rubis et toutes les pierres précieuses, la perle baroque, les crevés, le corsage damassé avec toutes les crevés ici sur les manches. Donc un raffinement extrême, c'est le contraste de cette période, à la fois d'une violence inouïe et en même temps d'un raffinement extrême, avec, pour les puissants, une richesse aussi très grande. Remarquez aussi la petite taille du tableau qui s'explique parce que c'était justement un dessin à partir duquel on avait fait un tableau en gardant les mêmes proportions. Donc ça aussi, c'est typique. Si vous allez au Louvre, dans la salle réservée aux peintures françaises de la Renaissance, vous n'avez que des petits tableaux qui sont dans des vitrines et parfois un peu loin. Il faut vraiment s'approcher pour bien les voir. C'est typique des peintures de l'école de Fontainebleau, et ici du travail de François Clouet. Donc maintenant, nous retournons dans Paris. Nous retournons ici à l'église des Saints-Innocents et au cimetière des Saints-Innocents. Voilà. Donc toutes les églises de Paris, toutes les églises paroissiales, qui n'étaient pas des monastères inclus dans Paris, mais qui étaient des églises pour accueillir les paroissiens, avaient un cimetière attenant dans lequel on enterrait les paroissiens. Alors la méthode était la suivante, partout en France et en Europe. Il y avait dans cet enclos, dans ce cimetière, des fosses communes. On y mettait les cadavres jusqu'à un certain nombre avec de la chaux vive pour qu'ils se décomposent rapidement. Alors dans les fosses alors là c'était le plus grand cimetière parisien, et dans les fosses du cimetière des Saints-Innocents, les fosses pouvaient accueillir jusqu'à 1500 cadavres. Et ils pourrissaient, on les fermait, les cadavres se décomposaient, il ne restait au bout de quelques années que les os. On ouvrait la fosse, on retirait les os et on les mettait dans l'ossuaire, dans les charniers. Et alors là, les charniers, nous connaissons bien ce que c'est, puisque un des derniers charniers qui existe en France, c'est celui de Montfort-l'Amaury, du cimetière de Montfort-l'Amaury. Donc nous savons très bien ce que c'est que les charniers. Alors ça a fonctionné assez bien, et c'est pour ça qu'on n'a pas de tombe, ni même des personnages célèbres, à part quelques riches princes ou quelques riches religieux qui étaient enterrés sous les dalles de l'église, parce que tout simplement, c'était la tradition religieuse qui voulait qu'on laissait les corps se décomposer très vite,
Et donc les cimetières, bien sûr, n'avaient pas besoin d'avoir une taille énorme. Malgré tout, comme la population de Paris augmentait de plus en plus, le cimetière était de plus en plus malsain parce que les corps n'avaient pas le temps de se décomposer, les fosses, il fallait les rouvrir trop rapidement, et puis les corps étaient si nombreux que certaines fosses ont fini par crever et s'étaler dans les caves des maisons attenantes. Donc en 1780, on décide de la fermeture du cimetière, et en 1786, on transférera tous les os du charnier et puis des fosses dans les carrières du sud de Paris, les carrières de la tombe Histoire, et ça donnera les catacombes de Paris. Et toujours à l'emplacement de la carrière de la tombe Histoire, c'est-à-dire à la place d'Enfer Rochereau, on peut aller encore aujourd'hui visiter les catacombes de Paris. C'est une visite intéressante. Si vous n'êtes pas claustrophobe, c'est vraiment quelque chose à voir. Alors, le but, c'était pas de vous parler des catacombes, donc créées au XVIIIe siècle, mais de vous parler de la fontaine des Innocents, qui était attenante à l'église des Saints Innocents. Il y avait toujours eu une fontaine auparavant, mais donc en 1548, on construit cette splendide fontaine Renaissance. Alors c'est toujours les deux compères, Pierre Lescot et Jean Goujon, qui sont à la manœuvre. Donc vous voyez, ça représente un pseudo Arc de Triomphe et en même temps une galerie. Et la fontaine elle-même, ce sont les mascarons qui sont là, là, ici, vous voyez, qui crachent l'eau. Et les gens viennent rechercher l'eau, enfin les serviteurs viennent prendre l'eau ici à la fontaine. Donc cette fontaine, elle n'avait que deux faces, et Jean Goujon avait sculpté sur les faces des naïades, une, deux, trois, quatre, cinq naïades. Quand on va détruire l'église qui menaçait ruine et qu'on ferme le cimetière, on décide de conserver cette fontaine et on décide d'en faire un édicule à quatre faces. Et voilà ce que ça va donner. Donc on l'a créé en 1788 et on en a fait une belle fontaine avec des bassins en cascade, jusque-là, jusqu'au bassin du bas dans lequel on peut encore venir puiser de l'eau. Et le cimetière est devenu une place de marché, et donc la fontaine était au milieu de cette place de marché. Donc on a rajouté une quatrième face, donc on a demandé à des architectes de prévoir cela, donc ici sont mis à trois, Poyer, Legrand et Molinos, et bien sûr il a fallu rajouter des naïades, non seulement la quatrième façade, mais aussi des naïades. Et donc, comme il en avait cinq, que maintenant on avait quatre façades, 4 fois 2, 8, il fallait en créer trois. Et c'est le grand sculpteur de l'époque, Augustin Pajou, qui a sculpté les trois naïades dans le même style des bas-reliefs de son prédécesseur, Jean Goujon, quelques 250 ans plus tôt. Donc voilà ici la façade est, qui est une façade originale. Alors, vous voyez, la fontaine a encore changé depuis 1820, quand on a construit le musée Beaubourg. On a déplacé encore la fontaine, elle est toujours sur la place des Innocents, ou la place de la fontaine des Innocents, et on a modifié ici, on a fait ces espèces de gradins. Il y a quelques années, je crois en 2017, 18 ou 2018, il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau, on a coupé l'eau pour la fontaine, elle s'est très vite dégradée parce que des dégourdis se sont amusés à la taguer, donc il a fallu la protéger, et maintenant des travaux de restauration ont été planifiés, mais bien sûr c'est comme le monument est très ancien, très précieux, ça met un peu de temps à se réaliser. Donc voici toujours cette façade est en plan rapproché, à apprécier la finesse. Vous avez vu tout à l'heure, les cariatides, elles étaient hiératiques. Je vous disais, c'est volontaire. Par rapport aux cariatides de la chasse de Sainte-Geneviève, on voyait très bien la différence. Tandis qu'ici, regardez la grâce de ces nymphes.
le naturel du déhanché et la beauté, la grâce du corps et des visages. Hein. Donc là, vous voyez que Jean Goujon avait toute cette finesse typique de l'époque et typique aussi du style français. Et ici, c'est un gros plan sur la façade ajoutée par Augustin Pajou. Alors vous voyez qu'il y a un petit peu moins de finesse dans le profil, hein, c'est un peu moins fin. Enfin, celui-là, du moins, mais celui-là, alors, il est de grande finesse. Et franchement, quand on est devant, on est incapable de distinguer quelle est la façade du 19e siècle, enfin, fin 18e, début 19e, hein, des autres façades de Renaissance. Donc ça, c'est une parfaite réussite. Hein, voilà ici l'autre façade de Jean Goujon, avec la finesse de son style, quelque chose de plus maniériste. Hein. D'ici, vous voyez qu'il y a une espèce d'allongement des corps, c'est déjà un peu plus maniériste que tout à l'heure. Donc, c'est un monument absolument remarquable. Alors, une partie des sculptures a été retirée et placée au musée du Louvre parce qu'elle prenait un peu trop d'eau. C'était les sculptures du soubassement. Les voilà, toutes les deux, elles sont au musée du Louvre, parce que avec l'organisation de la fontaine, là, elle prenait sans arrêt l'eau, donc elle pouvait s'abîmer très vite. Et je vous dis, aujourd'hui, euh, ce monument si précieux, hein, si beau et si précieux, si délicat, est en restauration parce il avait été gravement abîmé à la fois par l'eau et par la bêtise de nos contemporains. Donc ici, voilà maintenant un dessin 19e siècle de la place de Grève telle qu'elle pouvait être à la Renaissance, avec l'hôtel de ville, ici. Alors l'hôtel de ville a remplacé la maison aux piliers, dans laquelle se réunissaient les marchands. Vous avez une gravure de l'époque qui vous montre l'hôtel de ville construit par Domenico da Cortona, qu'on appelle Boccador. Encore un artiste italien, François Ier a payé une partie de la construction, a donné des subventions, et vous apercevez d'autres anciennes maisons aux piliers autour. Ces maisons aux piliers, c'est un peu comme à Venise, le rez-de-chaussée, c'est l'entrepôt, et comme on débarque toutes les marchandises à la place de Grève, on vient les entreposer ici, chez les marchands. Et voilà donc ce premier hôtel de ville, typiquement Renaissance, hein, une belle construction, qu'on pourrait rapprocher de celle du château de Madrid, mais je vous dis, le château de Madrid a été détruit. L'hôtel de ville de Boccador a lui aussi été détruit, malheureusement. Donc voilà une autre vue, plus dessinée, qui vous le présente peut-être un peu mieux. Et voilà l'hôtel de ville après l'incendie de la commune en 1871. Donc vous savez, c'est la conclusion malheureuse de l'épisode de la commune. Les communards, quand tout a été perdu, ont incendié l'hôtel de ville et les Tuileries, volontaires ou involontaires. Bon, le problème n'est plus là. Pour l'hôtel de ville, alors l'hôtel de ville, il venait d'être restauré, mais la façade, on l'avait pieusement conservée, on avait agrandi le bâtiment en profondeur, et les architectes de l'époque, c'était Étienne Hippolyte Gode, s'étaient attachés à conserver la façade initiale. Et là, elle a été complètement ravagée, et il a fallu envisager sa reconstruction. On a conservé sur le même plan, on l'a refaite à l'identique, mais on n'a pas gardé grand-chose de l'original. En particulier, on a refait toutes les sculptures. Alors, vous voyez, c'est assez proche de... on a gardé le même plan, mais il n'a plus la fantaisie, la finesse sans doute de la construction originelle, et puis on l'a agrandi sur les ailes, hein, donc c'est un peu différent. On a gardé l'esprit,
Plutôt, on a gardé la lettre, mais j'ai tendance à dire que l'esprit n'y est plus. Alors, c'est une réalisation de Théodore Balu. Théodore Balu, qu'on a déjà rencontré à la Tour Saint-Jacques, qui a parfaitement réussi la rénovation de la Tour Saint-Jacques, qui a fait un pastiche à Saint-Germain-l'Auxerrois, lui aussi très réussi. Et là, à mon avis, il a un peu moins bien réussi. Là, c'est quand même un peu froid. Hein, on n'a pas l'impression de voir un monument de la Renaissance. Alors, l'intérieur de l'hôtel de ville, qui se visite pour les journées du patrimoine, est remarquable. C'est un très bel édifice 19e siècle, hein, mais c'est un édifice 19e siècle. Et on a fait venir les meilleurs sculpteurs du 19e siècle pour les statues de la façade. Bon, et franchement, bon, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre non plus. Voilà, mais on a un bel hôtel de ville, une belle place de l'hôtel de ville. Il n'y a plus les patineurs, désormais ils sont au Grand Palais. Hein, cette photo est un peu ancienne, j'ai dû la faire il y a 10 ans. Mais donc voilà pour l'hôtel de ville. Quelque chose qui est resté un peu plus proche de ce que ça pouvait être au début, c'est l'hôtel Carnavalet, construit là encore par Pierre Lescot et avec les sculptures de Jean Goujon et de son atelier. Et là, vous avez la façade principale de l'hôtel Carnavalet. Donc on la voit mieux ici de face. Donc vous voyez le principe. Le rez-de-chaussée évoque l'entrée d'un temple antique ou encore un arc de triomphe. Alors vous remarquez les pierres en bossage. Ça va devenir aussi quelque chose de typique. C'est l'archétype de tous les hôtels particuliers, de tous les monuments civils qu'on va trouver à la suite dans Paris pendant très longtemps. Et donc pour égayer cet aspect sévère des bossages, il y a les bas-reliefs de Jean Goujon sur le côté et sur le tympan. Et puis, au premier étage, vous voyez qu'on reprend un peu la superposition des ordres. Donc là, on a un style des pilastres avec des chapiteaux ioniques, hein, et les sculptures donc dues à Jean Goujon et à son atelier. Donc depuis 1880, c'est le musée historique de la ville de Paris qui se trouve installé à l'hôtel Carnavalet. C'est un musée d'une richesse inépuisable. Euh, En général, quand nous allons visiter le musée Carnavalet, nous cantonnons à une période. Hein, nous allons visiter le XVIIe, le XVIIIe siècle ou le XIXe, et où nous attardons un peu plus sur le mobilier. On ne peut pas tout voir en même temps. À partir de 1880, on a mis à l'hôtel Carnavalet, on a reconstitué les plus belles pièces des hôtels particuliers parisiens qui avaient été détruits lors des percements des voies haussmanniennes. On avait détruit certains hôtels particuliers et auparavant on avait démonté toutes les boiseries de ces hôtels. D'ailleurs, beaucoup ont été revendus à d'autres particuliers. Mais là, on en a conservé un certain nombre et on les a remontés dans le musée Carnavalet. Et donc c'est là qu'on a de très beaux ensembles du XVIIIe siècle en particulier. À l'intérieur, vous avez la cour, décorée là encore par Jean Goujon, qui a représenté ici les saisons. Alors en général, on commence par le printemps, qui est un jeune homme, et on termine par l'hiver, un vieillard qui a du mal à se réchauffer. Et au-dessus, vous avez les signes du zodiaque qui correspondent aussi aux saisons. La statue de Louis XIV, inutile de dire, a été rajoutée bien après. Et vous voyez les fenêtres à meneaux, typiques aussi de la Renaissance. Donc c'est un hôtel bâti entre cour et jardin. Et c'est un modèle qui va perdurer pendant quelques siècles. Hein. Toujours la cour avec une porte cochère, où on peut déballer les marchandises. Alors il y a les écuries et les remises, soit dans cette première cour, soit dans une seconde cour. Là, ici, vous avez les stalles pour les chevaux. Et donc là, il y a du bruit du passage. Et de l'autre côté, il y a un jardin privatif absolument calme,
pour les habitants de la maison, pour qu'ils puissent jouir d'une grande tranquillité, loin du bruit de la rue. Voilà ici le jardin sur une gravure ancienne. Un jardin, bien sûr, à la française, hein, qui n'a rien d'un jardin romantique et sauvage. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet exposé. Catherine, lorsqu'elle avait donné cette conférence, avait eu le temps de vous présenter le mobilier et l'orfèvrerie. Pour ma part, je suis plus lent et je n'arrive pas à présenter tout ça. Donc, je ne vous parlerai pas du Musée national de la Renaissance. Je comptais le faire, mais franchement, je n'ai pas le temps. Mais je vous invite vraiment à aller voir ce musée ou à y retourner si vous y êtes déjà allé. Il se situe à Écouen, donc au nord de Paris, pas très loin, et pas très loin de la capitale, hein, et c'est un très beau musée qui contient énormément de belles pièces dans tous les domaines du mobilier, des tapisseries, des pièces reconstruites comme ce dessus de cheminée ici, et de la faïence, des verres de Venise. Enfin, c'est une merveille et on y passe facilement une demi-journée. Le musée du Louvre, alors là, entre le département des peintures de la Renaissance, le département des sculptures de la Renaissance, le département des objets d'art et du mobilier, il y a de quoi faire 5 bonnes visites de 2 heures. Si vous faites des visites guidées, c'est aussi un but de sortie. Et bon, et là encore, il y a des merveilles, mais vraiment des merveilles à découvrir. Le musée des arts décoratifs, pour cette période, est moins riche. Euh, il a de très belles pièces, mais en 1 heure, on en a fait le tour. Et il y a de bien plus belles pièces pour les autres époques dans ce musée. Je vous remercie pour votre patience et vous dis à bientôt, à janvier, pour enfin un vrai direct jusqu'au bout. Au revoir.